Donc, je disais, je viens d'AgroParisTech. Je vais vous parler en fait de travaux que j'ai fait pendant ma thèse, qui n'étaient pas à AgroParisTech, mais au laboratoire Sol et Environnement. Donc, je vais continuer à vous parler de sol, en fait. On va rester dans cette thématique. Plus particulièrement, je vais vous parler de qualité en fait de ces sols. Donc, l'idée, c'est que le support en fait qui va être, le support de la production végétale qu'on peut avoir au niveau des jardins, elle est liée à ce sol. Donc, je suis désolée si je fais des répétitions avec Liliane, en fait, parce que je suis un peu en retard. Désolée. Donc, j'espère que je ne ferai pas trop de répétitions. Mais pour vous remettre un petit peu dans le contexte, l'idée, c'est de travailler sur sol et de réfléchir en fait à sa qualité. Pourquoi on s'intéresse à la qualité d'un sol? En fait, c'est parce que ça nous permet de nous renseigner sur la capacité de ce sol à remplir des services écosystémiques. Donc, ceux qui nous intéressaient comme le support de production alimentaire, ou un autre service qui nous intéresse aussi, c'est le service de biodiversité. Donc, c'est dans ce cadre un petit peu que je me positionne. Et l'idée aussi était donc de réfléchir si cette qualité, quelle était sa qualité par rapport à d'autres usages. Parce qu'on a souvent l'impression un petit peu que ces sols de jardin, ils sont en milieu urbain, donc ils peuvent être très contaminés, c'est plutôt du jardinier souvent amateur, donc c'est pas forcément des sols avec une bonne qualité. Donc il y a beaucoup de questionnements là-dessus, beaucoup d'a priori. Donc l'idée c'était de réfléchir sur ce gradient un petit peu qu'on a d'anthropisation, où est-ce qu'on va positionner la qualité des sols de jardin potager? Est-ce qu'elle va correspondre aux sols agricoles, ce qui tomberait bien puisqu'on est plutôt sur de la production alimentaire, ou bien est-ce qu'on va être plus proche de sols urbains ou industriels? Alors pour travailler sur cette qualité, en fait, on ne peut pas juste travailler sur la notion de qualité ou évaluer les services fournis directement. Donc on va travailler sur des indicateurs. Et donc ces indicateurs, ça va être par exemple les propriétés physico-chimiques de ces sols, comme par exemple la contamination, dont vous a parlé Liliane. Je vais vous en reparler un petit peu, mais vraiment avec un angle à l'échelle du territoire français. Et puis il y a aussi la question de la fertilité, puisqu'on est bien dans une production alimentaire. Et par rapport aux propriétés biologiques, on va s'intéresser surtout à la faune du sol. Donc, vous voyez quelques organismes, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu ces petits organismes, surtout si vous jardinez. Je pense par exemple aux limaces, avec la pluie en ce moment, ça mange pas mal les salades. Et puis, un autre élément qui nous intéressait, c'est la question des facteurs d'influence et notamment de la pratique des jardiniers. Est-ce qu'ils peuvent moduler cette qualité? Est-ce qu'on peut changer la fertilité de son sol? Est-ce qu'on peut changer le degré de contamination de son sol en fonction des pratiques qu'on va y faire? Alors, le souci, c'est qu'on voulait investiguer la qualité des sols de jardin à l'échelle française. Donc, vous voyez un petit peu la quantité de sols de jardin que ça pourrait faire. Donc, on n'a pas les moyens, ni le temps, ni financier de pouvoir le faire. Donc, dans le cadre du programme J'assure, on s'était concentré sur quelques villes. Et ici, vous avez quelques photos de l'ensemble de ces jardins. Donc, vous voyez qu'il y a une très forte variabilité. Donc, comment on fait pour investiguer cette variabilité-là? Alors, on a choisi de travailler sur des critères de sélection, en fait, en se disant, on va mettre des critères pour en sélectionner qu'une petite sous-partie des jardins, mais qui vont être représentatifs de la variabilité des jardins qu'on peut avoir à l'échelle nationale. Un premier critère qui est assez important, c'est le climat. En France, on a 3 climats principaux, méditerranéen, océanique et continental. Donc, on a pris une ville pour chacun de ces climats. Donc, il y a Grand Nancy, Marseille et Nantes. Je vous parle de Grand Nancy, en fait, à l'échelle de la métropole, parce qu'il y a très peu de jardins familiaux à l'échelle de Nancy-Centre, en fait. La plupart des jardins familiaux sont dans les petites agglomérations autour de Nancy. D'où la petite différence par rapport à Nantes ou Marseille. Et puis, un autre critère important, c'est la matrice urbaine. C'est-à-dire que ces jardins familiaux, ils vont se situer, en fait, dans différentes zones. On va avoir des jardins qui sont en périphérie, plutôt sur des zones où on va avoir encore des espaces agricoles. On va avoir des jardins plutôt dans du résidentiel. On a plein de petits lotissements, mais on a aussi des grands espaces pour des jardins familiaux. Et puis, on a souvent aussi des zones industrielles, voire c'est souvent ce qu'on appelait aussi des jardins ouvriers. Parfois, ce sont encore des anciens jardins qui proviennent soit des jardins des cheminots, par exemple, pour la SNCF, ou d'anciennes usines, en fait, qui avaient fourni des terrains. Et on retrouve encore ces jardins familiaux-là. Au total, on a donc investigué 104 jardins différents, qui étaient répartis dans 26 sites de jardins familiaux ou jardins potagers. L'important, c'est qu'à chaque fois, on avait un jardinier relié à sa parcelle. Ensuite, au niveau des analyses qu'on a faites, on a fait des échantillonnages. Donc, pour chaque jardin, on a fait 20 échantillons, en fait, donc de manière homogène sur le jardin, de manière à vraiment avoir une représentation de ce jardin-là, de sa qualité. Et on a regardé les métaux et les paramètres agronomiques. Donc,
En termes de paramètres agronomiques, vous avez par exemple le carbone et l'azote, le pH, la matière organique ou encore la texture. Est-ce que c'est plutôt sableux, limoneux, argileux? Tout ça, c'est des variables qu'on va utiliser très couramment pour qualifier en fait les sols agricoles. Et puis, on va avoir tout ce qui est métaux, donc principalement polluants métalliques, plomb, cadmium, cuivre, on en a un petit peu déjà entendu parler. On a fait aussi des polluants organiques, tout ce qui était HAP. Je ne vais pas vous présenter les résultats, mais on pourra en discuter si vous voulez. Par contre, on n'a pas fait tout ce qui était analyse de pesticides, tout simplement par manque d'argent en fait. Après, on s'est intéressé aussi pour relier en fait cette qualité des sols aux jardiniers en eux-mêmes. Et donc, on leur a posé un certain nombre de questions autour de l'âge de leur jardin, le jardinier en lui-même, c'est-à-dire ça va être son âge, sa catégorie socio-professionnelle, des renseignements sur lui. Est-ce qu'il utilise des pesticides ou des engrais? En tout, il y avait une centaine de questions. Donc, je ne vous présente pas les résultats, mais je vous présenterai quelques variables intéressantes. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était le travail du sol. Est-ce qu'il passait le motoculteur ou pas? En ce qui concerne la biodiversité des sols, je vous montre quelques photos qui représentent un petit peu la biodiversité des sols. La biodiversité des sols, c'est un quart de la diversité taxonomique mondiale. Donc, ce que vous avez sous vos pieds, c'est énorme en fait. C'est une énorme quantité de diversité biologique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout étudier. Pareil, c'est le même souci qu'avec les métaux ou avec les polluants organiques, on ne peut pas tout étudier. Donc, il faut choisir l'organisme ou le groupe qu'on va étudier. Donc, pour ça, moi, j'ai travaillé sur un des organismes qui s'appelle les colamboles. Alors, je vous dis que c'est des stars planétaires. Je suis sûre que vous connaissez tous les colamboles, n'est-ce pas? Bon, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui les connaissent parce qu'ils en font des pluches, ils en font des bijoux. Vous voyez, c'est quand même une star. Mais bon, son intérêt, c'est surtout c'est un groupe d'organismes qui est très abondant dans les sols. C'est un rôle très important sur la fertilité des sols, notamment dans le recyclage de la matière organique. Si vous utilisez par exemple du compost dans votre jardin, eh ben vous avez intérêt à avoir des petits colamboles pour recycler en fait cette matière organique. Et puis, on les utilise aussi comme bioindicateurs. En fait, on a démontré qu'ils renseignaient sur les pratiques. Alors, commençons un petit peu au niveau des résultats. Tout d'abord, est-ce qu'un sol de jardin est fertile? Première question. Pour ça, je vais vous présenter des résultats par le biais de ce type de graphique. Alors, si vous n'êtes pas trop habitué à ce type de graphique, la petite barre noire, en fait, ça représente la médiane. En gros, on est à la valeur à 50% des jardins. Et puis, ce que vous avez les petites lettres, c'est les différences significatives, c'est des tests statistiques pour vous dire si A est différent de B, B est différent de C. En gros, ça montre bien qu'on a des différences entre ces sols. Et à chaque fois, vous avez les sols forestiers, sols de prairie, terres arables, vignes et vergers, les jardins, c'est la petite fourche, et enfin, les sols urbains et industriels. Ici, vous avez en fait donc la teneur en phosphore qu'on va retrouver dans les jardins, et ce que vous pouvez voir, c'est que dans nos jardins, on a des teneurs en phosphore assimilables qui sont très élevées, même plus élevées que dans des sols agricoles. Donc on a vraiment un entretien de la fertilité en phosphore. Ça veut dire qu'on a des nutriments dans le jardin. Si on essaye d'aller un peu plus loin sur cette question-là, on peut regarder ce que ça signifie en termes d'interprétation agronomique. Donc c'est le deuxième type de figure que je vais vous montrer. L'idée, c'est que vous avez les pourcentages, ça représente le pourcentage de jardins qui ont des valeurs dans cette catégorie-là. En rouge, c'est quand vous avez des valeurs excessives ou insuffisantes. En orange, ça va, mais il ne faudrait pas que ça augmente trop ou que ça diminue un peu. Et en vert, c'est que tout va bien. Typiquement, quand vous êtes pour le phosphore, globalement, vous voyez qu'on a beaucoup de rouge, on est plutôt sur de la surfertilisation. En fait, les jardiniers ont tendance à avoir des pratiques agronomiques assez intensives, ce qui induit en fait une augmentation en phosphore. Si on regarde maintenant le pH, alors le pH c'est un élément qui intéresse beaucoup les jardiniers. Quand j'ai fait les analyses au niveau des sols, à chaque fois c'était la question « et mon pH, il est bon ?» Eh bien, la plupart du temps, il est même assez bon, puisque ce qu'on voit ici, c'est qu'on va avoir une augmentation du pH au niveau des jardins. On va aller au-dessus de 7, on est plutôt donc sur du pH neutre à basique, ce qui en règle générale, c'est le pH qu'on tend à vouloir quand on veut faire de la production végétale. Donc c'est plutôt bien, mais c'est vrai que parfois, on va même arriver sur du très basique, et donc il arrive que certaines plantes ne vont pas trop s'y plaire, parce qu'il y a vraiment un pH qui est trop élevé. Le fait qu'on ait ce pH qui augmente, c'est parce que beaucoup de jardiniers utilisent aussi encore de la chaux ou de la bouillie bordelaise qui contient de la chaux. En fait, vous avez du cuivre, mais vous avez aussi de la chaux. Et c'est ce qui fait qu'on a une augmentation du pH. Mais le fait d'avoir un pH élevé, c'est aussi intéressant par rapport aux contaminations. On verra un peu après, mais le fait d'avoir un pH élevé, ça limite en fait le passage des métaux vers les légumes. Donc heureusement qu'on n'a pas non plus des pH trop acides. En ce qui concerne maintenant le carbone organique,
On peut aussi le relier en fait à la matière organique. On voit ici que ce qu'on entend souvent parler, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler dans les journaux, on parle beaucoup des terres agricoles. On dit que la teneur en carbone des sols agricoles elle a tendance à diminuer et on veut même l'augmenter. On a des projets à l'heure actuelle, comme le Carte pour 1000, le but c'est d'augmenter cette teneur en matière organique dans les sols. Si vous regardez les jardins, en fait, et ben, au final, on est plutôt bien, on a toujours une teneur en matière organique, en tout cas une teneur en carbone organique dans ces jardins qui est assez élevée. Et en règle générale, elle est même plutôt bonne. Vous voyez que vous êtes entre 4 à 10% de matière organique. Le maximum dans un sol agricole, en règle générale, vous êtes en 1 et 4% de matière organique. Donc le fait d'avoir entre 4 et 10% de matière organique, c'est plutôt bien. Et c'est surtout lié au fait que les jardiniers utilisent beaucoup de compost, par exemple, beaucoup d'amendements, et ça va entretenir en fait cette fertilité en matière organique. Alors voilà pour cette petite partie de sol fertile. Donc on a plutôt un sol de jardin qui est assez fertile, avec quand même des petites attentions à faire, de ne pas utiliser trop, par exemple, d'engrais, comme par exemple en phosphore. En ce qui concerne maintenant la contamination, donc on a eu quelques questions justement sur mais comment est-ce qu'il y a d'autres contaminations à l'échelle française dans ces jardins? Est-ce qu'il y a des suivis? Si on regarde par rapport à nos jardins investigués, en fait, ici, donc sur nos 104 jardins, vous voyez par exemple ici la teneur en cuivre. Donc on a des teneurs en cuivre qui sont aussi élevées que dans d'autres sols urbains et industriels. Donc des sols par exemple où on va faire des activités industrielles qui vont augmenter le cuivre, on va retrouver le même genre de teneur dans les jardins. Donc c'est beaucoup. Et vous voyez aussi que dans les vignes et vergers, vous avez des teneurs en cuivre qui sont élevées. Vous avez une petite idée de pourquoi on a ça? On a cité tout à l'heure le nom, mais la bouillie bordelaise en fait. C'est pareil dans les jardins. Trop de bouillie bordelaise, trop de cuivre. Donc ça indique aussi des pratiques assez intensives. Je pense que ceux qui travaillent dans les jardins ont déjà tous vu de beaux raisins bien bleus, bien colorés pour lutter contre le mildiou, mais des fois l'excès, c'est qu'on va avoir des contaminations en cuivre. Si on regarde le plomb, on en a cité tout à l'heure, donc au niveau du plomb, vous voyez ici assez nettement que notre sols de jardin sont très fortement, ont des teneurs en tout cas en plomb, beaucoup plus élevées que dans le reste des usages agricoles qu'on peut avoir, ou même dans des sols forestiers. Même si on est un peu plus faible que dans d'autres sols urbains et industriels, on a quand même des teneurs qui sont assez élevées. Alors, ça nous dit qu'on a des sols de jardin qui sont contaminés en métaux. En tout cas, on a des valeurs supérieures à d'autres usages. Mais est-ce que réellement on a une contamination? C'est un petit peu ce qu'on fait quand on regarde par rapport au fond géochimique. En fait, on essaye de savoir si on va avoir les mêmes valeurs, par exemple, que dans des sols alentours, ou bien est-ce qu'on va dépasser? Ça nous fait un ratio. Si on est au-dessus de 1, c'est qu'on a des contaminations, on a des valeurs supérieures. Si on est en dessous, c'est que tout va bien. Et à chaque fois, vous avez 4 métaux qui vont ressortir. En fait, vous avez le zinc, le plomb, le cuivre et un petit peu le cadmium qui est ici. Donc on a, là-dessus, on sait qu'on a des contaminations dans les jardins pour ces 4 métaux. Mais d'où viennent-ils? C'est un peu la question. Est-ce qu'on a une origine plutôt géogénique? Est-ce que ça vient plutôt des pratiques? Est-ce que ça vient plutôt de la ville? Ce qu'on peut faire pour avoir une information, c'est qu'on peut faire un ratio entre les teneurs en métaux et le fer. En fait, ce fer, il va avoir tendance à augmenter en même temps que les métaux qu'on trouve naturellement dans les sols. Donc si j'ai beaucoup de fer, mais qu'aussi j'ai beaucoup de métaux, bah, c'est normal. Si par contre, j'ai peu de fer, mais beaucoup de métaux, c'est qu'on a une contamination d'origine anthropique. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on trace en fait une relation entre le fer et le métal qu'on veut regarder. Si on a une belle droite, c'est qu'on n'a pas de contamination d'origine anthropique. Donc par exemple, ici pour le cobalt, on n'a pas de contamination. Si je regarde le nickel, globalement ça va aussi, à part quelques petits jardins qui s'échappent un petit peu sur le haut, mais en majorité, on a plutôt une bonne relation. Si je regarde le plomb par contre, et là on n'arrive pas à tracer de relation. Donc on a vraiment des contaminations d'origine anthropique. Ça va être la même chose par exemple pour le zinc. Donc en fait ce qu'on va conclure, c'est qu'on a des métaux qui peuvent varier entre les jardins mais qui sont liés en fait au fond géochimique comme le cobalt, le molybdène ou le nickel. Par contre, on a des métaux qui viennent d'une autre origine, qu'il faut aller investiguer un peu plus, en tout cas d'origine anthropique, le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc. Justement, si on regarde un petit peu par rapport en termes de pratique, ici vous avez, en fonction de ce qui est fait comme type de traitement dans les jardins, soit plutôt des traitements manuels, soit du traitement biologique, soit du traitement chimique. Et on a regardé les teneurs en métaux dans ces sols.
Ce que vous voyez ici, c'est que généralement, quand un jardinier va utiliser des pesticides chimiques, on a une augmentation en plomb. Donc on arrive à avoir une relation entre les pesticides et les métaux. Le plomb, le zinc et le cuivre, c'est des métaux qui sont très fréquents dans les pesticides. Pareil pour le zinc. Donc en fait, on va le prouver aussi pour lequel je ne vous ai pas dit, le plomb, le zinc, le cuivre, bien sûr, on va le prouver aussi. Le seul sur lequel ça ne va pas marcher, c'est avec le cadmium. On va avoir aussi un effet de l'âge. Plus votre jardin il est âgé, plus il y a de risques qu'il soit contaminé. Ici, par exemple, le plomb, et puis si le jardin a plus de 100 ans, vous avez certains vieux jardins familiaux, par exemple, et ben, en règle générale, ils ont plus de contamination que des jardins assez récents. Tout simplement parce que les pratiques, le fait qu'elles s'accumulent au fur et à mesure des années, ça va augmenter les métaux. Pareil pour le zinc. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que nos sols de jardin, ils sont plutôt très anthropisés, ils ont une forte contamination en cadmium, en cuivre, en plomb, en zinc. Le cadmium, on a des petites idées, c'est sans doute lié à la route, en fait, aux infrastructures routières, mais c'est un petit peu difficile de vraiment savoir quelle est son origine. Et pour le plomb, le cuivre et le zinc, c'est en grande partie dû aux pratiques, mais ça peut aussi être dû à d'autres activités, comme les activités industrielles ou aussi les voies ferroviaires. Et alors maintenant, je vous ai parlé de la qualité physico-chimique, on va passer à la qualité biologique. Qu'en est-il pour la biodiversité? Est-ce que ces multi-contaminations, elles vont avoir un effet sur la biodiversité qu'on va avoir dans les sols? Cette biodiversité rendant un certain nombre de services, comme le recyclage de la matière organique. Est-ce qu'on va modifier en fait le fonctionnement de ces sols? Donc là, vous avez les résultats donc, pour les colamboles en termes de nombre d'espèces, combien j'ai d'espèces dans le jardin par exemple, ou combien j'ai d'individus. Si vous regardez sur ces figures, vous voyez qu'on a beaucoup d'espèces dans les jardins, beaucoup d'espèces de colamboles, et en termes d'abondance, c'est aussi la plus élevée. Ça veut dire qu'on a une très forte diversité, une très forte abondance de colamboles dans les jardins. Alors ça, c'est dû principalement au fait qu'on a beaucoup de matière organique. En fait, ces colamboles se nourrissent de matière organique, et le fait que les jardiniers vont entretenir en fait la fertilité de leur sol, ça permet de contrecarrer en fait l'effet des polluants qu'ils ont en fait qui pourraient en fait être négatifs sur cette biodiversité. On peut regarder de manière plus spécifique, c'est-à-dire qu'on va regarder la composition de ces communautés. Parce qu'au final, ce qui n'est pas forcément intéressant, c'est le nombre d'espèces, c'est pas ce qui nous intéresse toujours. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils ont une fonctionnalité dans ces sols. Et chaque individu, chaque espèce va avoir un rôle différent. Donc là, par exemple, vous avez 3 groupes de colamboles différents. Donc vous avez des colamboles qui vivent plutôt en surface, des colamboles au milieu, et puis des colamboles qui vivent plutôt en dessous. En gros, on dit que plus on a de colamboles qui vivent en dessous, plus notre qualité de sol est bonne. Et c'est grâce à ça qu'on va créer en fait des indices un peu plus globaux, et qu'on va voir ici, par exemple, que vous avez 3 qualités différentes, 3 niveaux de qualité en fait biologiques différentes, avec les sols de jardin qui sont similaires aux sols urbains et industriels, mais aussi aux sols forestiers. Alors que les sols agricoles, c'est eux qui ont la plus faible qualité biologique. Donc on montre bien ici que dans ces sols de jardin, en tout cas en ce qui concerne nos amis les colamboles, eh ben, on a plutôt une forte qualité biologique. Donc il faut un petit peu revisiter ce gradient qu'on avait tout à l'heure. Au final, en termes de qualité biologique, les jardins sont plus proches des forêts que des terres arables, par exemple. Un autre élément qui est intéressant, c'est que quand on travaille en termes de milieu urbain, souvent on dit que certes on peut avoir beaucoup de diversité, mais au final c'est des espèces très communes qu'on retrouve partout dans toutes les villes. C'est ce qu'on appelle l'homogénéisation biotique. Typiquement, si je vous parle de pigeons, de rats, c'est des espèces qui sont communes à tous les continents. À l'origine, ce n'était pas le cas. Le pigeon, il n'était pas trouvé partout. Du coup, est-ce que ce qu'on voit dans cette forte diversité dans les jardins, c'est pas simplement des espèces exotiques qui arrivent, mais au final c'est les mêmes partout? Et si on regarde un petit peu ça de plus près, par exemple en regardant nos 3 villes, donc je vous passe, on va dire, la réflexion sur les analyses statistiques, mais vous avez les communautés de jardins qui sont présentes sur ces 3 ronds. En gros, si mes ronds ils sont superposés, c'est que mes communautés sont similaires. S'ils sont bien séparés, c'est que mes communautés sont différentes. C'est bien séparé. Donc on n'a pas d'homogénéisation biotique en fait pour les colamboles dans les jardins. Donc ça veut dire que la diversité qu'on voit dans les jardins, ça ne va pas être la même à Marseille, à Nantes ou à Nancy. On a bien des différences. On a fait la même chose par exemple pour la végétation, et pour la végétation, en revanche, on commence à voir de l'homogénéisation biotique. On va retrouver les mêmes espèces
végétales qui arrivent en fait de manière spontanée dans les jardins, mais ce sont les mêmes dans chacune de ces villes, malgré le fait qu'on peut avoir de la neige à Nancy en hiver et qu'il fait plutôt bien chaud à Marseille. Donc pour conclure, on a des jardiniers qui sont passionnés vraiment pour le jardinage, ça c'est quelque chose qu'on peut voir au niveau des questionnaires, ils ont une véritable passion, ce qui fait qu'ils vont arriver à entretenir en fait la fertilité physique, la fertilité chimique de leur sol, parfois avec des excès en fait, à vouloir trop faire, et ça va augmenter les teneurs par exemple en phosphore, voire des teneurs en polluants. Néanmoins, même si on a à surveiller ces excès, comme le cadmium, le cuivre, le plomb ou le zinc, on est globalement dans des conditions qui sont peu favorables au transfert vers les plantes, tout simplement parce qu'on a un pH qui est élevé, on a beaucoup de matière organique aussi, et tout ça, ça limite en fait le passage de certains éléments vers les légumes. Au final, on a donc des sols de jardin qui vont être un bon support de végétation alimentaire, et en plus, ce sont des réservoirs de biodiversité au niveau des sols. Je vous remercie.